Tout au long de l'histoire de notre planète, la vie a traversé 5 grandes extinctions de masse, chacune laissant des marques profondes et durables à la surface de la Terre. De l'extinction du Permien, lorsque environ 90% des espèces marines et 70% des organismes terrestres ont disparu il y a environ 252 millions d'années, jusqu'à la plus récente extinction il y a environ 66 millions d'années, lorsqu'un astéroïde a frappé la Terre et provoqué la disparition des dinosaures. Comment la vie a-t-elle pu se rétablir et survivre à des catastrophes d'une telle ampleur? Les recherches suggèrent que la vie n'est pas simplement une chaîne d'événements aléatoires. C'est un processus complexe, façonné par des forces écologiques et géologiques. Les espèces qui ont survécu étaient souvent celles dotées d'une capacité d'adaptation exceptionnelle, capables de résister à des environnements extrêmes. À présent, rapprochons-nous de ces défis. Il y a environ 445 à 444 millions d'années, la Terre a affronté une épreuve qui ne provenait pas d'un manque de nutriments ou d'oxygène, mais d'un froid extrême. Ce fut la première fois que la vie faillit geler presque complètement dans un monde où les glaciers s'étendaient et où les océans se retiraient. Avant la catastrophe, la Terre de l'Ordovicien semblait stable et prospère. Les températures moyennes globales étaient d'environ 2 degrés Celsius plus élevées qu'aujourd'hui. Et le niveau des mers se situait près de 600 mètres au-dessus des niveaux actuels. La plupart des continents étaient submergés sous des mers peu profondes, chaudes et baignées de lumière, un environnement idéal pour l'expansion biologique. La vie était presque entièrement concentrée dans les océans. Les plateaux continentaux devinrent des centres d'évolution où coraux primitifs, brachiopodes, mollusques, trilobites et d'innombrables autres invertébrés formaient des réseaux écologiques complexes. Lorsque ces conditions fondamentales commencèrent à changer, toute la biosphère marine devint vulnérable. Et ce changement fut provoqué par un processus géologique irréversible. Le supercontinent Gondwana dérivait lentement vers le pôle sud. En même temps, les niveaux de dioxyde de carbone atmosphérique diminuèrent, en partie à cause d'une altération accrue des silicates et de cycles chimiques naturels prolongés. À mesure que le dioxyde de carbone diminuait, l'effet de serre s'affaiblissait et la Terre commençait à perdre de la chaleur. D'immenses calottes glaciaires se formèrent sur le Gondwana, réfléchissant la lumière solaire vers l'espace et créant une boucle de rétroaction de refroidissement auto-renforcé. Sur une période géologique relativement courte, les températures océaniques chutèrent d'environ 4 degrés Celsius et à mesure que la glace s'étendait, le niveau des mers baissa rapidement d'environ 100 mètres. Les plateaux continentaux peu profonds qui abritaient la majorité de la vie marine furent exposés ou disparurent complètement et des écosystèmes entiers perdirent l'espace nécessaire à leur existence.
Les organismes ne purent pas se retirer vers des eaux plus profondes assez rapidement, ni s'adapter suffisamment vite aux températures plus basses et aux conditions changeantes en oxygène. Aucun astéroïde n'a été nécessaire, aucun volcan n'a été requis. Les habitats ont simplement disparu sous la vie elle-même, entraînant l'extinction d'environ 85% des espèces marines, l'un des taux de perte les plus élevés jamais enregistrés. Ce qui rend l'extinction de l'Ordovicien particulière, c'est la manière dont elle a tué, non pas par destruction directe, mais en supprimant les conditions minimales nécessaires à la survie. À mesure que le niveau des mers baissait, que les courants océaniques changeaient et que la répartition de l'oxygène et des nutriments était bouleversée, les chaînes alimentaires s'effondraient de la base vers le sommet, laissant les espèces adaptées aux eaux chaudes, peu profondes et bien éclairées sans aucun refuge. L'extinction s'est déroulée en silence froide, implacable et sans pitié. Les données stratigraphiques révèlent que cette catastrophe s'est produite en au moins 2 phases d'extinction. La première a frappé lorsque la glaciation a atteint son apogée et que le niveau des mers a chuté. La seconde a suivi lorsque la glace a fondu et que le climat s'est réchauffé relativement rapidement, déclenchant des zones océaniques largement appauvries en oxygène. La vie n'a donc pas été mise à l'épreuve uniquement par le froid, mais par la rapidité du renversement climatique. Ce n'est ni la chaleur ni le froid en soi qui se sont révélés mortels, mais le changement environnemental survenant plus vite que l'adaptation biologique ne pouvait suivre. Les organismes qui ont franchi la limite de l'Ordovicien étaient principalement des habitants des fonds marins, vivant dans des eaux plus profondes où les températures étaient plus stables et moins affectées par les fluctuations du niveau marin. Les premiers poissons osseux, bien que encore simples dans leur forme, possédaient une tolérance plus large au stress environnemental que de nombreux invertébrés hautement spécialisés. Ils ne dominaient pas, ils n'étaient pas diversifiés. Mais ils n'ont pas disparu et en évolution, survivre suffit souvent. Malgré l'ampleur des pertes, cette catastrophe n'a pas détruit les fondements de la vie des vertébrés. Au contraire, elle a filtré la biosphère de manière brutale, éliminant les formes de vie trop dépendantes de conditions stables. À partir de ces quelques survivants, de grandes lignées évolutives ont continué à se développer dans les périodes suivantes, posant les bases de toute l'histoire des vertébrés sur Terre. De ce quasi-gel total émerge une règle fondamentale. La vie persiste non pas parce qu'elle évite les catastrophes, mais parce qu'elle peut les endurer et s'en remettre. Les survivants n'étaient pas des exceptions chanceuses, mais l'expression de traits biologiques très spécifiques de faibles besoins en ressources, une grande tolérance et une profonde intégration aux cycles fondamentaux de la planète. Entre environ 372 et 359 millions d'années, la Terre est entrée dans une période où les progrès sur les continents sont devenus la cause même de l'effondrement dans les océans.
L'extinction de masse du Dévonien tardif est issue d'une longue chaîne de transformations biologiques et géochimiques, marquant la première fois où la vie elle-même a généré une crise à l'échelle planétaire. Durant le Dévonien, les océans étaient le centre de la complexité biologique, avec des poissons géants cuirassés, des requins primitifs, des mollusques diversifiés et d'immenses récifs coralliens anciens s'étendant à l'échelle des continents. Les réseaux trophiques marins atteignaient un état rare de stabilité, dominé par des superprédateurs tels que Dunkleosteus, une créature lourdement cuirassée de plus de 6 mètres de long, dotée d'une force de morsure capable de broyer les eaux. Les mers dévoniennes semblaient complètes, un monde apparemment sans place pour des changements perturbateurs. Pourtant, tandis que les océans prospéraient, les continents subissaient une transformation profonde. Les premières véritables forêts apparaissaient et s'étendaient. Les plantes n'étaient plus de simples tapis bas accrochés au sol. Elles ont développé des troncs ligneux, des systèmes racinaires profonds et se sont élevées pour capter la lumière du soleil. Ce fut une révolution biologique, car pour la première fois, la vie terrestre a commencé à interagir intensément avec la géologie. Transportés par les systèmes fluviaux, ces nutriments se sont déversés dans les océans à des taux bien au-delà de l'équilibre naturel. Cet excès a favorisé des proliférations massives d'algues et de bactéries. Au début, les océans semblaient plus productifs que jamais. Mais à mesure que ces organismes mouraient, leur décomposition consommait d'énormes quantités d'oxygène dissous. Progressivement, de vastes portions des océans sont entrées dans des conditions pauvres en oxygène et dans de nombreuses régions, l'oxygène a complètement disparu. Les preuves géochimiques, sédiments riches en matière organique, signatures isotopiques du soufre et du fer, révèlent que la déplétion en oxygène s'est propagée non seulement dans les eaux profondes, mais aussi dans les mers continentales peu profondes. Environ 75% des espèces marines ont disparu au cours de cette séquence d'extinction prolongée. Les récifs coralliens dévoniens se sont presque entièrement effondrés et ne réapparaîtront sous de nouvelles formes qu'après des dizaines de millions d'années. Les grands animaux très actifs ayant de fortes exigences en oxygène, y compris Dunkleosteus, lui-même, ne pouvait pas survivre dans un océan étouffant. La domination des poissons cuirassés a pris fin non pas à cause de la compétition biologique, mais en raison des changements chimiques de leur environnement. Ce qui distingue l'extinction du Dévonien des autres catastrophes, c'est sa durée et sa fragmentation. Il ne s'agissait pas d'une frontière d'extinction unique et brutale, mais d'une série de déclins répétés, chacun affaiblissant un peu plus les écosystèmes. La vie n'a pas disparu en un instant. Elle a été progressivement érodée. Tandis que les causes sous-jacentes provenaient de changements qui semblaient progressifs ailleurs. À un niveau plus profond,
Cela a marqué la première fois dans l'histoire de la Terre que la vie a agi comme une force géologique. Les plantes terrestres ont réduit le dioxyde de carbone, stabilisé le climat et créé des sols fertiles, des résultats traditionnellement considérés comme bénéfiques. Pourtant, ce succès même a déstabilisé les océans. Pour la première fois, la vie a généré une rétroaction négative globale contre elle-même. Il n'y avait ni intention, ni conscience, seulement les conséquences inévitables de l'évolution. Les petits organismes vivant au fond, avec de faibles besoins en oxygène, ou capables de résister à des conditions difficiles, ont survécu dans des zones refuges biologiques. Plus important encore, cependant, un groupe d'organismes a commencé à faire face à un choix évolutif sans précédent. À mesure que les océans berceaux de la vie devenaient de plus en plus hostiles, rester n'était plus l'option la plus sûre. Dans les eaux peu profondes, les marécages et les deltas fluviaux, des poissons à nageoires charnues tels que Tiktaalik sont apparus. Ce n'étaient pas des créatures qui sortaient soudainement de l'eau, mais des organismes vivant entre deux mondes. L'extinction du Dévonien a fait bien plus qu'éliminer la vie marine la plus puissante de son époque. Elle a redirigé le cours de l'évolution des vertébrés. Il y a 252 millions d'années, la Terre s'est dangereusement approchée de la limite finale pour la vie complexe. À travers un processus prolongé, implacable et brutalement impitoyable, la planète a failli s'asphyxier elle-même. L'extinction Permien-Trias ne fut pas simplement un déclin de la biodiversité. Ce fut la plus grande catastrophe biologique jamais enregistrée. Un moment où les systèmes de soutien de la vie se sont effondrés couche après couche à l'échelle de toute la planète. Les preuves géologiques et fossiles montrent qu'environ 86% des espèces marines ont disparu, ainsi qu'environ 70% de la vie terrestre. Ces conclusions sont le résultat de décennies d'analyse des strates rocheuses, de la diversité des espèces et des marqueurs biologiques avant et après la limite Permien-Trias. Les anciens récifs coralliens ont été presque entièrement effacés et des groupes entiers d'organismes ayant survécu pendant des dizaines de millions d'années ont soudainement atteint la fin de leur histoire évolutive. La cause ne provenait pas de l'extérieur de la Terre, elle est venue des profondeurs du manteau terrestre. Elle a émergé des profondeurs du manteau terrestre, dans ce qui est aujourd'hui la Sibérie. Une série massive d'éruptions basaltiques, connue sous le nom de trappe de Sibérie, a commencé à se produire. Ce n'était pas un seul volcan, mais un système éruptif à l'échelle continentale
qui a persisté pendant des dizaines de milliers d'années, voire plus. La lave a recouvert des millions de kilomètres carrés et, plus crucial encore, a libéré d'énormes quantités de dioxyde de carbone, de méthane et de dioxyde de soufre dans l'atmosphère. À mesure que les niveaux de dioxyde de carbone augmentaient, la Terre a été poussée vers un état de serre extrême, faisant grimper les températures moyennes mondiales d'environ 5 à 10 degrés Celsius. Cette hausse a suffi à briser l'équilibre biologique à l'échelle planétaire. Les océans se sont réchauffés et, à mesure que la température de l'eau augmentait, leur capacité à retenir l'oxygène a fortement diminué. Une déplétion massive de l'oxygène a suivi, en particulier dans les eaux intermédiaires et profondes. Les zones mortes n'étaient plus des phénomènes isolés, elles sont devenues la condition dominante. En même temps, le dioxyde de carbone s'est dissous dans l'eau de mer, formant de l'acide carbonique et déclenchant une acidification des océans. Une fois la base des chaînes alimentaires marines effondrée, les niveaux supérieurs ne pouvaient plus survivre. Les chaînes alimentaires mondiales se sont effondrées de la base vers le sommet, sans capacité de récupération, ce qui rend l'extinction du Permien véritablement terrifiante n'est pas seulement l'ampleur de la mort, mais sa nature systémique. Il n'y avait aucun refuge sûr, aucun écosystème n'était épargné, alors que les océans s'asphyxiaient, les environnements terrestres ont suivi. La végétation a décliné, les sols se sont érodés et les cycles des nutriments se sont effondrés. Les nutriments ont été entraînés vers les mers, alimentant encore davantage les proliférations bactériennes qui consommaient le peu d'oxygène restant. Cela s'est transformé en une boucle de rétroaction positive où chaque défaillance amplifiait la suivante. Dans cet environnement, les organismes grands et spécialisés, avec des taux de reproduction lents, n'avaient presque aucune chance de survie. Les micro-organismes capables d'un métabolisme flexible et d'une tolérance extrême ont survécu et ont continué à soutenir les cycles du carbone et du soufre. Certains petits groupes d'animaux, tels que les ostracodes, de taille modeste et à cycle de vie rapide, ont réussi à traverser une période où presque tout le reste a échoué. À un niveau plus profond, l'extinction du Permien constitue un avertissement sévère que la Terre n'est pas toujours un monde bienveillant. Lorsque des seuils physiques et chimiques sont franchis, la planète elle-même peut devenir hostile à la vie qui y a évolué. La Terre persiste grâce à un équilibre fragile entre géologie, climat et biologie, un équilibre qui peut être rompu de l'intérieur sans aucun déclencheur cosmique. Et pourtant, des cendres de la plus grande catastrophe de l'histoire de la Terre, une nouvelle ère a lentement émergé. Avec la disparition des anciens dominants et des écosystèmes reconstruits depuis la base,
les organismes les mieux adaptés à un monde post-catastrophe ont commencé à s'élever. Les voies évolutives se sont rouvertes non pas pour ceux qui dominaient autrefois, mais pour ceux capables de s'adapter le plus rapidement. Il y a environ 1,3 million d'années, la Terre est entrée dans un tournant discret mais décisif, un moment où l'histoire de la vie ne s'est pas écrite par une annihilation totale, mais par un changement de pouvoir évolutif. L'extinction à la fin du Trias et au début du Jurassique a ouvert la voie à l'âge des dinosaures. À la fin du Trias, la Terre était encore enfermée dans la configuration du supercontinent Pangée. Cette vaste masse terrestre s'étendait d'un pôle à l'autre, produisant un climat global extrême, des intérieurs continentaux arides, des côtes instables, de fortes variations de température et des écosystèmes constamment sous pression. Lorsque la Pangée a commencé à se fragmenter, la croûte terrestre s'est fissurée le long de ses zones les plus faibles, déclenchant une série d'éruptions basaltiques à l'échelle continentale connue sous le nom de province magmatique centra-atlantique ou CAMP. Ce fut l'un des plus grands événements volcaniques de l'histoire géologique, couvrant des millions de kilomètres carrés et se déroulant en plusieurs impulsions éruptives sur des centaines de milliers d'années. Ce n'était pas une seule explosion, mais un assaut prolongé contre le système climatique global. Chaque impulsion éruptive a libéré d'énormes quantités de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère, poussant la Terre vers un réchauffement rapide et instable. Les preuves géochimiques montrent des augmentations significatives des températures globales, des cycles climatiques perturbés et des alternances de sécheresses sévères et de pluies intenses, brisant des équilibres écologiques déjà fragiles. Les océans ont été touchés de deux côtés. Le réchauffement des eaux a réduit la solubilité de l'oxygène, tandis que le dioxyde de carbone dissous a provoqué une acidification des océans, endommageant les organismes à squelette carbonaté. Le résultat fut la disparition d'environ 70 à 80% de toutes les espèces suffisamment pour effacer une grande partie de la structure biologique existante de la planète. Le monde triasique était dominé par d'autres groupes de reptiles anciens. De grands prédateurs parmi les pseudozuchiens et une large gamme de formes reptiliennes occupant divers rôles écologiques. Les dinosaures, à cette époque, n'étaient qu'une branche mineure limitée dans leur répartition, relativement petits et confinés à des niches écologiques étroites. Lorsque les changements environnementaux ont dépassé un seuil critique, les avantages évolutifs ont été inversés. Les grandes espèces hautement spécialisées, dépendantes de réseaux alimentaires stables et de taux de reproduction lents,
sont devenus de plus en plus vulnérables. Les dinosaures, en revanche, possédaient une combinaison de traits biologiques en grande partie accidentelle, mais décisive. Leur posture dressée, soutenue par de puissants membres postérieurs, permettait un déplacement plus efficace et réduisait les coûts énergétiques dans des environnements hostiles. Des systèmes respiratoires très efficaces, avec un flux d'air unidirectionnel à travers les poumons, permettaient un meilleur échange d'oxygène dans des conditions chaudes et pauvres en oxygène. La reproduction par ponte et des taux de croissance relativement rapides permettait à leur population de se rétablir rapidement après des chocs environnementaux. Ces caractéristiques rendaient les dinosaures moins susceptibles d'être éliminés que de nombreux groupes concurrents. À mesure que les rivaux dominants s'effondraient, l'espace écologique s'ouvrait partout des superprédateurs aux grands herbivores. Au cours des millions d'années suivantes, à mesure que la Pangée continuait de se fragmenter, que de nouveaux continents se formaient, que les climats se diversifiaient selon la latitude et que les océans s'élargissaient, le monde devenait plus riche en habitats disponibles. Dans ce paysage en transformation, les dinosaures ont connu une diversification explosive de formes et de tailles. Des gigantesques herbivores à long cou atteignant les cimes des forêts, aux prédateurs agiles et aux petites espèces discrètes, les dinosaures ont occupé presque tous les rôles écologiques terrestres. Leur domination a duré environ 135 millions d'années, plus longtemps que toute l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Après que les dinosaures ont dominé la planète pendant environ 175 millions d'années, un événement cosmique rare mais décisif s'est produit. Il y a 66 millions d'années, à la fin du Crétacé, un astéroïde d'environ 10 à 12 km de diamètre a percuté la Terre à une vitesse dépassant 20 km par seconde, frappant ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan au Mexique. L'énergie libérée à cet instant dépassait tout ce que l'humanité a jamais connu. Dans les premières minutes, la croûte terrestre a été violemment secouée. Des ondes sismiques ont parcouru la planète avec une intensité supérieure à tout séisme enregistré dans l'histoire moderne. Le long des océans, des tsunamis transcontinentaux hauts de plusieurs centaines de mètres ont balayé les côtes, effaçant les écosystèmes côtiers en quelques heures. Pendant des mois, voire des années, la lumière du soleil a été drastiquement réduite. La photosynthèse base énergétique de presque toute la biosphère s'est effondrée à l'échelle mondiale. Les plantes sont mortes en masse, déclenchant un effondrement en cascade des niveaux trophiques supérieurs. Les recherches paléontologiques indiquent qu'environ 75% des espèces de la Terre
ont disparu lors de l'extinction Crétacé-Paléogène. Les dinosaures non aviens, les anciens maîtres des terres, n'ont pas pu survivre à ce choc écologique. Non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils étaient trop grands, trop spécialisés et trop dépendants d'écosystèmes stables. Certaines espèces ont pu être survécues au premier jour de l'impact, supportant même les incendies mondiaux déclenchés par des pluies de débris incandescents retombant à la surface. Mais lorsque le ciel est resté obscur pendant de longues périodes et que la végétation n'a pas pu se rétablir, les corps massifs aux besoins énergétiques élevés sont devenus un handicap fatal. Les petits organismes avec des cycles de reproduction rapides, des régimes alimentaires flexibles et la capacité de se protéger, comme les animaux fouisseurs, les espèces semi-aquatiques ou celles capables de se nourrir de débris organiques avaient de meilleures chances de survivre à l'obscurité prolongée. Les micro-organismes, en particulier les bactéries et les algues unicellulaires, ont continué à soutenir les cycles biogéochimiques de base, empêchant la planète de sombrer dans un effondrement biologique total. C'est ici que l'événement de Chicxulub nous oblige à repenser ce que signifie réellement la force dans l'évolution. « 175 millions d'années de domination n'ont pas garanti la survie lorsque les conditions fondamentales de la planète ont été bouleversées en un instant géologique. La nature ne favorise pas les plus grands, les plus rapides ou les plus redoutables. Elle ne préserve que ce qui peut s'adapter assez rapidement à un monde transformé. L'extinction Crétacé-Paléogène n'était, en réalité, qu'une brève pause dans l'histoire longue et turbulente de l'univers. La vie n'a pas façonné la Terre par intention, elle s'y est simplement adaptée par hasard. Les 5 extinctions de masse précédentes n'ont pas entièrement effacé la vie. Elles ont plutôt servi de point de bascule, des moments qui ont remodelé la biosphère et propulsé l'évolution vers l'avant. Ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, cependant, est fondamentalement différent. La 6e extinction de masse n'a pas commencé par des impacts cosmiques ou des bouleversements géologiques. Elle a commencé avec nous. Avec des taux d'extinction désormais 100 à 1000 fois supérieurs au niveau naturel de fond, l'humanité est devenue la seule espèce dans l'histoire de 4,5 milliards d'années de la Terre à déclencher une crise biologique mondiale par ses propres actions. À mesure que les liens écologiques se rompent à une vitesse sans précédent, nous ne nous contentons pas de priver la planète de biodiversité, nous sapons les fondements mêmes de notre propre survie.
Et pourtant, lorsqu'on l'observe sur des millions d'années, la vie elle-même est bien plus résiliente que ne le permet l'imagination humaine. Même si l'humanité échoue à s'adapter aux changements qu'elle a mis en marche, la Terre poursuivra son chemin. De nouveaux écosystèmes se formeront. De nouvelles formes de vie émergeront des ruines de l'époque actuelle. La question centrale à laquelle nous sommes désormais confrontés n'est pas de savoir si la vie perdurera, mais si, dans le prochain chapitre de l'histoire de l'univers, l'humanité fera encore partie de ce récit ou ne sera qu'une mince couche fossile incrustée dans la pierre.
Thank you for staying with WUFO Space until the very end of this journey through the vast universe. If you found this video interesting and insightful, don't forget to like, share, and subscribe to WUFO Space so you won't miss our next cosmic adventures. Your support means the world to us and fuels our passion to keep exploring the wonders beyond.